plupart des auteurs que nous avons décidé d'inviter en Israël pour ce salon du livre sont traduits en hébreu. Et j'ai pris la décision d'inviter Cécile Gilbert à ma droite, qui n'est pas traduite, mais qui est un auteur important et que j'espère vous faire découvrir. Cécile publie depuis plusieurs années, depuis au moins 15 ou 16 ans. Elle est connue en France comme essayiste, comme critique aussi. Elle collabore au Monde des Livres, elle collabore au magazine littéraire, elle fait aussi un travail d'éditrice. Et ce qui m'intéresse dans l'œuvre de Cécile, c'est que c'est une passeuse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à contrario de la plupart des jeunes auteurs qui, la plupart du temps, écrivent des romans autobiographiques, c'est-à-dire parlent d'eux-mêmes, Cécile a décidé, depuis le début, de parler des autres. C'est-à-dire de parler d'auteurs aussi différents que Saint-Simon, que Guy Debord, que Laurence Sterne, qu'on connaît moins en France, a décidé ou d'Andy Warhol, par exemple, c'est-à-dire qu'elle a mis tout son art pour non pas faire découvrir, mais je dirais donner sa propre vision, sa propre lecture de ses œuvres. Et il y a bien sûr quelque chose qui relie tous ces auteurs dont elle parle, qui sont encore une fois très différents, c'est que chacun de ces auteurs, à leur manière et dans leur époque bien spécifique, ont quelque part subverti leur époque. C'est-à-dire qu'elle va vous en parler mieux que je ne saurais le faire, mais un auteur comme Laurence Sterne, par exemple, qui est un très grand romancier anglais, qui a écrit Vie et opinion de Tristram Shandy, qui a été publié en France il y a longtemps, qu'on ne lit pas beaucoup. Enfin, je ne crois pas qu'on le lise beaucoup. J'espère que ton livre a donné, en tout cas, l'idée de relire ou de lire cet auteur, est un auteur absolument formidable qui a joué sur la typographie, qui est une espèce de Cervantes anglo-saxon, enfin, quelqu'un d'absolument formidable. Et donc, ma première question, je dirais, d'abord, pourquoi ne pas avoir choisi la facilité de l'autobiographie, et qu'est-ce qui t'a amené, je dirais, à traiter des auteurs, à t'intéresser à des auteurs aussi différents que Saint-Simon, Debord ou Laurence Sterne? Merci. En fait, si j'ai pas choisi de tout de suite m'exprimer de façon autobiographique, je pense que c'est par pudeur. Et je crois que ces personnages à qui j'ai consacré des essais m'ont permis d'avancer masqué aussi. Parce qu'après tout, j'ai trouvé qu'on pouvait parler de soi à travers l'essai. Ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, moi ce qui m'a toujours intéressé, c'est de rendre à l'essai ses lettres de noblesse littéraire. Si vous voulez, l'essai aujourd'hui, c'est un genre qui est trop souvent abandonné aux universitaires, qui font des livres très savants, formidables, plein d'érudition, avec lesquelles nous nous alimentons bien sûr. Ou c'est l'essai aux journalistes, c'est autre chose. Mais l'essai est vraiment un genre littéraire à part entière qui nécessite une forme, qui nécessite une langue, qui nécessite un style. D'ailleurs, c'est un peu suicidaire de ma part, parce que c'est vrai que, après le tableau que nous avons eu de la littérature de l'édition, si vous voulez, non seulement la littérature c'est 25% du marché, mais si vous voulez, à l'intérieur de la littérature, l'essai littéraire est une niche encore plus petite. Ceci étant, quand j'ai commencé à écrire, je me fichais bien de toutes ces questions, en fait. Alors, je dirais que j'ai écrit mon premier essai en exorcisant justement une expérience personnelle, qui était une expérience dans les cabinets ministériels. Et donc, j'ai consacré un essai au duc de Saint-Simon, le mémorialiste de la cour de Versailles, qui m'a permis d'avoir une sorte de catharsis de cette expérience qui n'avait pas été très heureuse et dans laquelle j'avais été... parce que je pense que le pouvoir est une passion triste, donc... voilà, et par ailleurs, il se trouve que comme c'est le plus grand, selon moi, c'est le plus grand style français, si vous voulez, je pense que personne n'a poussé la langue et n'a fait de la langue française de façon baroque et totalement non académique, ce qu'elle est dans les mémoires. J'avais envie de me confronter à ça, c'était un peu mégalo, parce que finalement, vous savez, quand on écrit un essai, on est obligé de citer beaucoup, de citer les auteurs dont on parle, sans parler de certains auteurs, et donc il faut quand même pas que ça s'effondre à côté, si vous voulez. Donc, c'était voilà, un petit défi. Bon, après j'ai continué parce que je suis tombé sur des cas de figure qui me passionnaient et sur lesquels je me disais,
ce que j'ai lu là-dessus ne me convient pas, enfin, ne me convient pas. C'est-à-dire que je ne peux pas écrire un essai simplement parce qu'une figure m'intéresse, il faut aussi, je pense, là, de façon prétentieuse ou à considérer avoir quelque chose à dire de nouveau sur elle. Donc en fait, quand je m'aperçois qu'il y a un vide, qu'une figure me passionne, je m'en suis emparé. Quand j'ai dit que c'est une façon d'avancer masqué, c'est vrai que c'est une façon de donner libre cours à des passions, pas de façon autobiographique mais détournée. Et ce qui m'a intéressé dans ces cas de figure, c'est qu'effectivement, elles sont pas forcément des écrivains professionnels, mais ce sont des gens qui ont une pensée très forte et sur leur époque, et des stratégies obliques, détournées, de créer une brèche et voilà, de faire advenir quelque chose dans leur époque. Donc il y a eu Guy Debord, ce fameux théoricien d'extrême gauche révolutionnaire, mais c'est pas tellement lui qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est Guy Debord tardif, je dirais, son rapport à la langue française et à l'aventure. Qu'est-ce qu'un aventurier aujourd'hui? Est-ce qu'il peut encore y avoir des aventuriers? Laurence Stern, bon, un écrivain excentrique, très drôle, plein de fantaisie, plein de liberté, qui débride et qui permet de... Voilà, et puis on dit Warhol simplement parce que la parole de Warhol avait toujours été considérée comme monnaie négligeable. En fait, c'est un artiste du visuel, enfin, c'est quelqu'un dont on n'a jamais pensé qu'il pouvait avoir et une pensée et une parole, et en fait j'ai voulu démontrer le contraire, et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé. Mais c'est vrai que ce qui relie un peu tous ces auteurs que tu as traités, c'est quelque part, ce ne sont pas des auteurs professionnels. J'allais dire même Warhol, mais finalement dans la position qu'il occupait, était un artiste totalement atypique. C'est-à-dire on a beaucoup accusé Warhol d'être un businessman avant d'être un artiste. Quant à Saint-Simon, c'est pas un romancier, même si c'est le roman du grand siècle. Et Stern est l'auteur d'un livre monumental, mais il y a quelque part, on a l'impression que tu t'intéresses uniquement aux, je mets ça entre guillemets, aux excentriques, au vrai sens du terme. Oui, c'est une forme d'excentricité, mais c'est aussi une forme d'écart. Si vous voulez être enfermé dans une catégorie, une niche, c'est toujours la société qui vous définit à cette place. Or, en fait, les quatre cavaliers, si je puis dire, les quatre héros, d'une certaine façon, sont des gens qui font des pas de côté, en fait. Le duc de Saint-Simon, il ne lui viendrait pas l'idée d'être un écrivain professionnel, puisqu'il est un aristocrate qui défend une certaine vision de ce que doit être le rôle de l'aristocratie dans la monarchie, et il est complètement posthume, en fait, ses mémoires sont posthumes, et il écrit clandestinement toute sa vie. Donc déjà, bon, c'est quelque chose d'ultra subversif, ultra clandestin, mais qui n'est pas sur le théâtre social. Guy Debord, j'en parle même pas, tellement c'est évident, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, lui, en plus, sa vocation originaire est vraiment de créer une situation subversive ou insurrectionnelle ou révolutionnaire en France, avec toutes les erreurs que ça peut comporter, mais aussi toute la beauté de l'échec du stratège qui se plante. Et puis Laurence Stern, même si c'est un écrivain, puisqu'il est connu pour avoir subverti le roman, en tout cas d'avoir donné une impulsion extrêmement novatrice au roman européen, et Laurence Stern, c'est quelqu'un qui décide d'avoir du succès et de réussir, donc avec une part de cynisme, mais aussi beaucoup de ruse. Bon, voilà, donc... Et pourtant, il y a 3 ans, tu décides de commencer un roman, alors là vraiment extrêmement autobiographique, qui aurait pu être impudique et qui ne l'est pas, suite à un drame auquel tu as été confronté, et j'ai été te connaissant depuis longtemps, j'ai été le premier surpris de voir que tu te lançais dans une œuvre telle que celle-ci, c'est-à-dire dans une œuvre, encore une fois, extrêmement autobiographique, c'est-à-dire que tu as décidé de traiter ton réel pour la première fois. C'est exact. Après avoir beaucoup critiqué cette veine autobiographique française, je ne parle pas de ce qu'on transfigure de soi dans le roman, puisqu'après tout on fait ça depuis toujours, c'est pas du tout la question. Et je ne mets pas non plus en cause, je ne critique pas du tout l'écriture de soi, ce qu'on appelle l'écriture de soi, puisqu'après tout elle est extrêmement ancienne en Occident et qu'elle a produit des chefs-d'œuvre. Simplement, ce que j'ai toujours critiqué en tant que critique littéraire précisément, c'est cette tendance sans recul, sans pudeur, souvent avec beaucoup d'obscénité, de mettre sur la table tout de
suite de façon brutale, frontale et sans art, les drames personnels, les événements qu'on peut avoir dans la vie de douloureux, que ce soit les deuils, les divorces, les dépressions, les maladies, etc. Évidemment, il y a beaucoup de cas qui font exception à ça. D'ailleurs, nous en avons un dans la salle, puisque Philippe Labro, dont j'avais lu avec beaucoup de profil et d'intérêt, de passion, le livre qui s'appelle La Traversée, qui traverse justement un épisode d'une maladie dans un service de réanimation, y échappe par exemple. Mais ce que je critique, c'est cette frontalité sans recul et sans arme. Moi j'ai essayé de bâtir, et je l'ai fait parce que je pensais qu'on pouvait, à partir d'un épisode très personnel, qui était plein d'écueils, parce qu'après tout raconter la maladie de votre conjoint, une maladie grave qui risque de l'emporter et qui vous plonge dans une angoisse, etc. C'est complètement casse-gueule parce que évidemment vous pouvez devenir extrêmement sentimental ou tomber dans un pathos épouvantable. Donc je l'ai fait 4 ans après en me disant qu'à partir de cet événement personnel, j'allais pouvoir essayer de faire quelque chose qui serait un objet d'art, enfin qui aurait une construction, qui ne serait pas simplement le récit jour après jour de cette affaire, qui pourrait mobiliser beaucoup d'autres références que ma propre histoire individuelle, à travers la mythologie, à travers les contes de fées aussi, parce que les contes de fées sont liés à cet épisode dans la mesure où le livre s'appelle Réanimation. Il traite des 12 jours pendant lesquels mon mari a été plongé en réanimation suite à une maladie grave. Et cet épisode de réanimation qui est un sas entre la vie, la mort, l'absence, la présence, dont on ne sait pas quelle va être l'issue en fait, ce sas d'indétermination en fait est quelque chose d'à la fois fascinant, angoissant. J'ajoute que l'histoire se finissant bien, j'avais envie d'écrire le livre puisqu'il ne pouvait que être résurrectionnel d'une certaine façon, et c'était ça qui était beau aussi, et que dans les contes de fées précisément, tous les épisodes sont toujours toutes les phases de sommeil, toutes les phases d'inconscience des héros, que ce soit La Belle au Bois dormant, que ce soit Blanche-Neige, sont toujours des phases d'initiation. Et en fait, je pense qu'à travers ça, chacun peut vivre, quiconque a été malade, quiconque a souffert. Je pense que si vous voulez, que toute souffrance est comme un Janus qui aurait une face positive et négative, et qui aurait de toute façon une possibilité d'initiation à autre chose. Celui qui est malade devient autre, celui qui est témoin de ça devient autre, traverse quelque chose à travers une énergie, à travers quelque chose qui est pour moi de l'ordre spirituel, qui est d'abord l'amour évidemment, puisque c'est une très forte énergie spirituelle, l'amour, mais aussi autre chose. Et ce n'est pas un livre triste? Non, ce n'est pas un livre triste, c'est un livre de vie, c'est un livre j'espère, qui peut être lu comme ça, comme un livre plein d'énergie, d'amour, de vie et de traversée de quelque chose qui parle à chacun, j'espère. En tout cas, pour moi, si vous voulez, c'est vaincre l'obstacle que j'avais personnel de raconter quelque chose de ce type ne peut être légitimé que par le désir et la volonté très forte précisément d'universaliser. Bon, l'enfance c'est une porte ouverte, mais la littérature, c'est toujours le récit d'une expérience, et c'est toujours le récit de quelque chose qui dépasse la propre subjectivité du narrateur, de l'auteur, pour aller vers l'universel. Donc ça me semble... Et quand on est une intellectuelle en 2013, et comment on vit? Quand on ne fait que ça, quelle relation tu as avec le monde de l'édition? Est-ce que c'est difficile de publier des livres tels que ceux que tu écris? Est-ce que c'est difficile d'exister? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est quand même dans une époque, il y a peut-être de plus en plus de livres, de titres publiés, mais il y a, à mon avis, un grand éparpillement du lectorat, en tout cas pour les œuvres un petit peu exigeantes. Comment on vit en tant qu'intellectuel en 2013? Non, mais quand je dis on vit merveilleusement, c'est-à-dire que moi, le désir que j'ai eu... Oui, non, mais c'est pas d'ironie, parce que le désir que j'ai eu d'écrire qui m'a saisi à l'adolescence, dès que j'ai su vraiment lire, ce que j'appelle vraiment lire, j'ai voulu écrire. Et écrire, pour moi, c'est pas seulement écrire, c'est lié à un mode de vie, en fait. Le mode de vie que permet l'écriture est pour moi le mode de vie idéal, c'est-à-dire une forme de solitude, beaucoup de temps pour soi, une liberté totale. Cette liberté se paye cher économiquement. Et j'ai pas envie de me plaindre parce que d'une certaine façon j'ai réussi quand même au fil des années à faire mon trou d'une certaine façon. Alors pas en Israël malheureusement, j'espère que ça viendra. Mais bon, à Paris, en France, donc on vit, écoutez,
Ma vie a changé cette année puisque j'ai un agent, justement. Et j'espère qu'il fera les efforts nécessaires pour me trouver plus de traductions étrangères. Non, sans plaisanter, on est obligé forcément de faire autre chose que d'écrire des livres. Mais ceci étant, quand je dis que je suis heureux, c'est parce que, après tout, je ne sais que lire et écrire, et j'arrive quand même à vivre en écrivant des articles, en écrivant sur ce qui me passionne la littérature, ou en ayant maintenant des avaloirs voilà, qui augmentent livre après livre, et en faisant de l'édition, qui est aussi quelque chose qui me passionne, parce que j'ai toujours adoré lire les autres. Voilà, c'est vrai qu'il y a une chose qui m'a toujours frappé chez toi, c'est je lis vraiment sans flagornerie, c'est qu'il y a une forme de générosité chez toi, c'est-à-dire ce qui ne se retrouve pas chez beaucoup d'auteurs. La plupart des auteurs sont quand même très auto-centrés, et toi, dans la direction, les directions que tu as pu prendre, le fait que tu t'intéresses justement à d'autres auteurs, à d'autres écrivains, c'est pour moi une forme de générosité, et c'est assez rare quand même pour le souligner. Et encore une fois, tu n'as pas une approche universitaire. Donc, non, pas du tout. Non, mais je ne pense pas que donner à autrui va vous retirer à vous-même, si vous voulez. C'est vrai que je pense que quand on est un bon critique littéraire, doit être capable de juger ses contemporains. C'est surtout là le signe d'un bon critique littéraire, parce que écrire des merveilles sur les grands chefs-d'œuvre du passé, ou les grands auteurs qui sont déjà, comme dirait Nietzsche, de l'ordre du monumental, c'est très facile. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est parmi ses contemporains, voir surgir, discerner ce qui est bon, et ce qui a des chances de le devenir, et de le rester. Et ça, bon, tu appelles ça générosité, c'est vrai, mais moi, quand on fait de l'édition, on a envie que les livres soient le mieux possible. Encore une fois, c'est pas parce qu'on donne à autrui qu'on s'enlève à soi-même. Moi, en fait, je pense qu'il faut se comparer à personne. Donc, voilà, je ne cultive pas de jalousie ou d'envie des autres. J'aime que les livres que je publie soient bien, j'adore découvrir des nouveaux auteurs qui m'enthousiasment, qui sont parfois plus jeunes et parfois qui ont plus de succès que moi. Donc, je crois que cette générosité, en fait, c'est la passion de la chose écrite, quoi. C'est la première fois que tu viens en Israël. Oui. Tu es arrivé il y a peu de jours, il y a 2 jours. Avant-hier, donc je ne vais pas te demander de... mais qu'est-ce que... j'ai toujours envie de savoir, voilà, quelles sont tes premières impressions. Est-ce que c'est un pays assez unique, enfin je le pense. Quels sont ton premier ressenti? Quel est ton premier ressenti? Moi, je vais encore peut-être enfoncer une porte ouverte, mais complexité, vitalité. Mais la première impression, c'est quand même beaucoup d'émotions, en fait. Merci Cécile, merci.